Est-ce que toi aussi, tu passes des heures à scroller sur ton téléphone pour éviter de faire face à certaines choses? Est-ce que toi aussi, quand t'es contrarié, t'as tendance à aller vers le chocolat, les bonbons Haribo, les chamallows, les paquets de chips, tout ça, tout ça? Est-ce que tu cours dans les magasins à chaque fois que ton conjoint te contrarie? Ou pire encore, tu as une addiction qui vient troubler ta sexualité? Que faut-il comprendre pour prévenir, combattre et vaincre les addictions et reprendre en maîtrise de soi? Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, je suis Émilie Antoine, psychologue et fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Notre mission est de vous traiter en première classe avec le meilleur de la psychologie et du développement personnel pour les femmes qui souhaitent être épanouies sans compromettre leurs valeurs et leurs principes. Dans cet épisode, on répond à vos questions sur le thème addiction et toxicité qu'on vous avait proposé en sondage sur Instagram, afin de vous donner un maximum de valeur et de contenu pour que vous puissiez vous traiter en première classe et donner le meilleur de vous-même. D'ailleurs, sachez qu'à partir du 17 janvier, je vous donne rendez-vous pour un tout nouveau format du bootcamp, qui a déjà accueilli d'ailleurs 8 sessions. Ce bootcamp, ce sera le bootcamp Ma Psy Campus, excite les blocages et les pensées limitantes pour enfin se connaître et se donner les moyens d'être épanoui. Pendant 6 mois, on va bosser sur une thématique par mois avec des vidéos, des exercices pratiques faciles et concrets, une masterclass par mois qui reprend la thématique du mois, un live participatif de questions-réponses par mois également, un accès au groupe privé et des messages quotidiens pour rester motivé. Pendant ces 6 mois-là, vous allez bosser pour dépasser vos blocages psychologiques et vos croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et une maîtrise de vous-même. Je vous donne rendez-vous sur mapsyenlignechaismoi.fr sur la rubrique formation. Vous pouvez aussi nous contacter sur WhatsApp au 07 81 11 64 11 où je vous mets le lien en barre d'infos. C'est parti pour l'émission avec mes collègues Joséphine Klinkenberg et Dilem Assas, psychologues en ligne qui sont d'ailleurs formés en continu selon la méthode mapsyenlignechaismoi.fr et vous pouvez bien sûr réserver avec elles via mapsyenlignechaismoi.fr. Je vous dis à tout de suite pour cette première émission du podcast Ma Psy en ligne chez moi qui va traiter justement la question des addictions et de la toxicité. À tout de suite. Bienvenue dans l'émission Ma Psy en ligne chez moi. Aujourd'hui, nous allons traiter les questions qu'on vous a proposées en lien avec le thème suivant, addiction et toxicité. Donc, on ne va pas vous mentir, on a commencé par tricher avant même de commencer l'émission en regardant un petit peu les questions et en discutant un petit peu. Du coup, ce que je vous propose, je vais lire les questions dans l'ordre que vous nous aviez d'ailleurs transmis via Instagram. Et je vous invite d'ailleurs pour la prochaine émission à nous rejoindre sur Instagram pour pouvoir participer au sondage suivant ou également sur les autres réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. On enverra tout ça de sorte à ce que vous puissiez nous transmettre vos prochaines questions pour les prochaines émissions. Alors, la première question qui nous vient, je ne saurais pas vous dire par qui elle a été transmise, mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir transmis vos questions. La première question est la suivante. Est-ce que l'addiction est une maladie? Qu'est-ce que ça vous évoque, mes chers collègues, que d'ailleurs je n'ai pas présenté et je m'en excuse, Dilem Assas et Joséphine Klinkenberg, qui sont toutes les deux psychologues cliniciennes et qui interviennent sur le site mapsyenlignechaismoi.fr. Est-ce que l'addiction est une maladie? Alors, peut-être qu'on peut commencer par faire, c'est donner une définition de l'addiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour moi, pour répondre directement à la question, on peut dire oui, pour commencer. Et après, en se référant à la définition qu'on peut en donner, il y a une définition qui est souvent utilisée, qui est proposée par Gottman, et de nombreux auteurs l'utilisent, c'est l'addiction employée de manière descriptive désigne la répétition d'actes susceptibles de provoquer du plaisir, mais marqués par la dépendance à un objet matériel ou à une situation recherchée et consommée avec avidité. Donc là, c'est la définition, ça décrit On va plusieurs... dire officiel, quoi. Voilà, on va dire c'est celui qui est très utilisé. Voilà, et ça décrit un peu qu'est-ce qui englobe l'addiction.
tout d'abord, la dépendance, c'est ce qui revient, c'est ce qui est prédominant. La dépendance à un objet ou un matériel et le fait de rechercher et d'être dans la répétition. C'est les deux critères qui vont le plus revenir. Une dépendance et une recherche de ce que provoque cette dépendance, l'objet dont on est, cet objet en fait, dont on est dépendant. Donc pour moi, oui, on va dire c'est une maladie. Donc j'ai envie de dire c'est presque une bonne nouvelle parce que si on dit que c'est une maladie et que c'est pas genre structurel, ben ça dit qu'il y a potentiellement une guérison derrière. Exactement. Si je peux me permettre, je rajouterais que en fait, c'est souvent, ça amène du coup à une perte de contrôle de la consommation d'où la personne est addicte ou de la pratique qu'elle fait si elle en est addicte. Et du coup, ça va venir amener aussi un bouleversement de l'équilibre émotionnel. Oui, c'est que tu as l'addiction en elle-même, la maladie en elle-même, et puis toutes les conséquences que ça a sur effectivement le vécu émotionnel et puis l'entourage en fait. C'est ça. La vie familiale, professionnelle, etc. quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une répercussion physique et physiologique aussi, quoi, et psychologique. Ouais, d'ailleurs, comme on a triché et qu'on a déjà lu les questions, on va approfondir ça plus tard. Est-ce qu'on peut avoir une addiction à une chose qui paraît saine, comme la lecture, par exemple? Oui. Il y a d'autres choses. Par exemple, il y a une autre addiction aussi qui est même valorisée par la société et qui paraît saine, mais dont on peut être addict, le sport. Oui, carrément. On est addict au Ou sport. le travail. Au travail aussi, oui. Ça existe beaucoup. Et en fait, tellement c'est valorisé par la société que ça passe un peu inaperçu, mais c'est bien là. C'est pas parce que c'est sain qu'on ne peut pas y être addict. Ouais, du coup, je me dis ce qui va faire qu'on va pouvoir, comment dirais-je, différencier, tu sais, l'addiction entre guillemets peut-être saine de l'addiction malsaine. Qu'est-ce qu'on pourrait, tu vois, donner comme repère aux gens pour qu'ils puissent justement se poser la question là. Est-ce que je suis, ok, le truc est sain, mais comment je vais faire? D'ailleurs, bon, allez, je triche un peu. Il y a une question par la suite qui était comment définir la limite entre le plaisir sain et l'addiction? Genre, j'aime bien lire. Et je suis addict à la lecture, quoi. Comment on va savoir, tu vois, quelles questions on peut se poser pour se dire, ah, en fait, non, là, je suis plutôt dans l'addiction, quoi. Je suis plus juste entre guillemets, dans le plaisir sain. Peut-être qu'on peut se poser la question, quand on est addict souvent, tout ce qui est à côté, tout ce qu'on avait mis déjà, enfin, tout ce qui est existant à côté, que ce soit le travail, la famille, les relations sociales, quand il y a une addiction, souvent, on coupe un peu les liens, ça impacte au niveau du travail, au niveau de sa santé mentale. Donc, peut-être se poser la question à un moment donné, cette pratique-là, quel impact elle a sur moi? Est-ce que ça m'a coupé des autres? Tu vois, peut-être à ce niveau-là. Moi, ouais, excuse-moi, vas-y. J'aurais dit l'angle de quand on ne cède pas à cette addiction, qu'est-ce que ça amène? Par exemple, la lecture, si j'ai envie de lire et je peux pas, je sais pas, par exemple, j'ai du travail, donc je ne vais pas forcément lire, je vais pas au sport. Qu'est-ce que ça amène chez nous? Est-ce que c'est supportable? Est-ce que ça amène de la souffrance? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on a à faire à côté sans être mal? Où ça amène vraiment un mal-être intérieur ou une souffrance. Et là, on peut se dire, si j'arrive pas à m'en passer, alors que j'ai autre chose, par exemple, ça complète ce que Joséphine a dit, les liens, j'ai une réunion de famille et non, je vais mettre de côté pour aller au sport. Là, on peut se dire, bon après, il y a d'autres, c'est pas l'exemple, dans cet exemple, il y a d'autres facteurs qui rentrent. Si, c'est un vrai exemple. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que c'est quand tu te refuses à un truc, parce que en fait, le fait de te dire que tu vas pas le faire, comme le sport, tu vois, quand tu es entre guillemets accro au score, et ça te met une tension, ben oui, effectivement, là, est-ce qu'on peut pas parler de dépendance, quoi, parce que finalement, un des critères de l'addiction, c'est la dépendance. L'addiction, ça a une fonction souvent aussi. Donc, par exemple, sur la lecture, il y en a qui peuvent avoir une addiction à la lecture excessive et se poser la question de finalement, mais pourquoi je lis autant? Qu'est-ce que ça m'apporte? Souvent, ça peut être des personnes qui vont se réfugier dans la lecture, se créer aussi un monde imaginaire. Et donc, du coup, ça a forcément une fonction. Et dans l'addiction, il y a quand même
très souvent un mal-être aussi profond. Donc, c'est se poser la question, ce que je pratique ou ce que je consomme, qu'est-ce que ça m'apporte et pourquoi ça me fait du bien, pourquoi j'ai besoin de ça pour que ça me fasse du bien aussi. Des pistes. On va dire que l'addiction en extérieur, elle a l'air saine ou malsaine, si je peux dire ça comme ça, quoi. Genre le truc sain, le livre, le truc malsain, on est tous d'accord, l'alcool ou les drogues, quoi. Mais je pense que même si c'est sain, il y a quand même une fonction derrière. Ouais. Qu'est-ce que ça cache en fait Ça cache quelque chose. Donc peut-être se dire, ok, je lis beaucoup, mais peut-être que la personne peut observer quand est-ce qu'elle va lire le plus souvent. Est-ce que ça va être, est-ce qu'elle aura vécu quelque chose, un événement anxiogène, stressant, quelque chose où elle ne va pas se sentir bien et du coup elle va se réfugier dans ça, ou est-ce que c'est vraiment un plaisir après une journée de travail de se dire pendant 2 heures j'ai envie de lire et là voilà. Pour la lecture, ça peut être un moyen, par exemple, entre autres, de fuir la réalité, d'aller dans un monde imaginaire qui est moins lourd que ce qui nous attend, en fait, dans le réel. Donc, un peu un moyen de couper. Pardon ? Je trouve que l'addiction hors consommation ou de comportement à risque, c'est très subjectif parce qu'à quel niveau on évalue que c'est une addiction aussi. Mais je pense que la piste qu'elle a donnée, Dilemme, tout à l'heure, à savoir si je retire le truc, dans quel état ça me met, si je la fais courte, ça peut être un bon indicateur. Complètement. Alors, si vous voulez bien, je vais lire la question suivante. Donc là, on a un exemple concret et on se disait qu'on est tous potentiellement très facilement touchés. Comment lutter contre l'addiction aux écrans ? Alors, la personne nous dit « J'y passe trop de temps et lorsque je vais mal, je me bombarde de posts, de stories, d'articles jusqu'à en avoir mal à la tête, comme le ferait une boulimique. J'aimerais sortir de cette spirale. » Tout à l'heure, quand on a triché et qu'on a lu les questions, Dilemme, tu nous as parlé justement de quelle est la fonction, parce qu'on parlait de fonction tout à l'heure, Joséphine, tu nous as porté cette idée-là, la fonction de l'addiction aux écrans, notamment le soir avant de se coucher. Et tu nous avais fait une hypothèse que j'ai trouvée vraiment intéressante. Tu peux nous la redire ? Oui, alors le soir, on m'a dit plusieurs fois que ça arrive autour de moi, ça arrive à beaucoup de personnes et ça peut m'arriver même à moi-même. Le soir, après une dure journée, on se met sur le téléphone et c'est l'heure de dormir. Mais au lieu de ça, on est sur Instagram à descendre et monter sur les posts qui n'ont strictement rien à voir. Pour vous avouer, un jour, j'ai commencé à regarder combien de petites filles a la reine d'Angleterre. Voilà, c'était un moment où j'étais, au lieu de dormir, j'étais en train de faire ça. Mais ça peut être un moyen, en fait, quand on a une dure journée, où on n'a pas eu de temps pour soi, où on n'a pas eu de... En fait, on a subi, entre guillemets, notre quotidien, nos devoirs de répondre aux fonctions, au travail, à tous nos rôles. C'est un moyen un peu de récupérer du temps et du coup, pour soi, et un moyen aussi de contrôler. Se dire, si là je dors, on peut se dire, si je dors, je vais me réveiller, la journée va recommencer, je vais être repris dans ce cercle de la vie, quoi, du quotidien. Et là, ce temps-là, moi, si je le passe, même si c'est à rien faire sur les réseaux, c'est un temps que je contrôle, c'est un temps que je me donne et que je contrôle. Donc, ça nous donne un peu un semblant de pouvoir et de maîtrise des choses et de contrôle. Ça peut être une hypothèse comme une autre qui explique pourquoi on peut rester des heures, des minutes, des heures avant de dormir, quoi, alors que le matin, on le regrette amèrement. Ouais, c'est clair. Moi, quand ça m'est arrivé personnellement, ça n'a pas attendu le matin pour que j'ai envie de me mettre des claques, quoi. Chose que je n'ai pas fait, bien sûr. Mais tu es en mode... alors, comme on dit, bon, je n'estime pas être la cordonnière la plus mal chaussée, mais bon, voilà, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs. Mais en fait, après, j'essaie d'avoir cette réflexion, de me dire... qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est souvent ce que je conseille aux personnes que j'accompagne. En fait, tu as un besoin derrière. Comme tu as dit, tu vois, c'est ce besoin d'avoir une maîtrise sur ton temps, tu vois, ta journée, de sentir que tu as vécu, si je peux dire ça comme ça. Moi, je pense que, tu vois, si je fais cette petite introspection-là, je me dis, ouais, ouais, voilà, tu as besoin de sentir que tu as fait des trucs pour toi ou de toi-même avec toi-même. Ou voilà, on n'a pas forcément fait que ce soit, bon, nous, on a un travail un petit peu particulier, mais je pense dans tous les travails qui demandent de la concentration, enfin, dans tous les tafs, en fait, ou même avec tes enfants, quand tu es toute la journée avec tes enfants, tu
n'as pas ton espace mental pour toi-même, en fait. Donc, du coup, le soir, comme ça, effectivement, tu peux récupérer, on va dire, ce temps-là comme ça. Et là, c'est de se dire, en fait, avec quoi je pourrais répondre à ce besoin-là d'une manière qui sied à mes valeurs et à mes principes. Et souvent, c'est la question que je pose, tu vois, aux personnes que j'accompagne. Après, peut-être la particularité, là, tout à l'heure, on parlait de la fonction de l'addiction. Et là, quand je lis la suite de la question, à savoir, j'y passe beaucoup trop de temps et lorsque je vais mal, je bombarde de posts, stories, articles, jusqu'à en avoir mal à la tête comme le ferait une boulimique. Je pense que la suite tu vois, le développement de la question, il oriente en fait tout le positionnement qu'il y a derrière en fait pour comprendre, comme tu disais tout à l'heure, Joséphine, la fonction de cette addiction-là, quoi, tu vois. Je trouve que c'est intéressant cette question-là parce que ce que je retrouve chez beaucoup de patientes, dans la fonction en tout cas de passer énormément de temps sur les écrans, le téléphone ou autre, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de pensées intrusives. Donc en fait, de poser son esprit sur un écran, donc ça peut être le téléphone ou regarder des séries toute la journée, ça leur permet souvent de ne pas penser trop. De regarder des patientes en ce moment, elles regardent toute la journée les films de Noël par exemple. Ah oui. En fait, on pourra en parler de ça. Ouais, elles regardent sans regarder, mais elles vont me dire je ne pense pas. Ce sont souvent aussi des personnes qui ont très peu de soutien social, donc qui sont assez seules aussi. Et qui ont des angoisses aussi. Et la nuit, souvent le soir, les addictions, ça permet de contrôler davantage ça aussi, se retrouver avec toutes les pensées intrusives, les pensées irrationnelles. Donc, c'est ce que je retrouve souvent aussi, ça, chez les patientes. Ouais, c'est vrai, la fuite, en fait, quelque part, quoi. Il y a aussi ce truc, à un moment donné, c'était j'ai retrouvé chez quelques patientes, mais même chez les jeunes... Chez les jeunes ados, c'est ce côté de s'inspirer de la vie des autres, qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, de l'exposition de ceux qui exposent en tout cas leur vie, donc pouvoir se calquer sur quelque chose. C'est pouvoir créer aussi parfois du contenu et du lien social aussi à travers les réseaux sociaux. Et pendant le confinement, ça a été vachement montré, ça. Tous les réseaux, ça a vraiment une fonction de lien hyper important. Et il y a des études qui ont montré l'inverse, mais que ça avait quand même une fonction de réduire l'anxiété et la dépression. Donc, ça questionne aussi, mais bon. Ouais, parce que là, quand tu le dis comme ça, ouais, c'est intéressant, parce que quand tu le dis comme ça, en fait, c'est utilisé là, à ce moment-là, pour réduire l'anxiété, etc. Mais in fine, ça devient une addiction, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est hyper important, je pense, de considérer le besoin qu'il y a derrière pour pouvoir justement y répondre d'une manière qui relève pas d'un truc qui va te consumer in fine, quoi. Complètement. Le remplacer cette addiction, comme tu disais, Émilie, de se demander qu'est-ce que ça provient, entre guillemets, de quoi, c'est quoi la source, et qu'est-ce que je peux faire à côté pour, par exemple, éviter d'être sur les écrans jusqu'à en avoir mal à la tête. Comment je peux remplacer ça par quelque chose de plus sain pour ne pas arriver à cette étape-là de j'ai mal à la tête. Bon, ça se fait un jour, bien sûr, mais en fait, passer par une introspection de soi pour arriver à changer ça. Ouais, puis là, cette partie, justement, en avoir mal à la tête comme le ferait une boulimique, là, on va dire spécifiquement à cette question-là, ça m'évoque de l'auto... ouais. Autodestruction, punition. Mais, de toute façon, j'ai envie de vous dire, d'une manière ou d'une autre, quand on ne considère pas ses besoins et quand on n'y répond pas, les besoins, c'est la base pour la vie, en fait, la survie. Donc, effectivement, quand on n'est pas dans cette perspective-là, est-ce qu'on peut estimer dans l'absolu qu'on est plutôt tourné vers l'autodestruction? Bon, ça, c'est un truc qu'on pourrait discuter longtemps. Mais ouais, vraiment, ouais. Alors justement, il y avait cette question suivante aussi, comment définir la limite entre le plaisir sain et l'addiction? J'ai répondu un peu tout à l'heure, là, au début, avec Guy. Est-ce qu'il y a des traitements contre les addictions, comme les médicaments, par exemple?
Oui, et heureusement. Mm. Et alors moi, je sais dans mes études, en tout cas en TCC, on préconise pour des addictions sévères un traitement médicamenteux en parallèle de la thérapie pour que ce soit qu'il y ait une adhérence, en tout cas, qu'on soigne plus rapidement. Et heureusement qu'il y a des traitements pour tous ceux qui sont sur héroïne, par exemple. On ne peut pas arrêter l'héroïne comme ça parce que la personne peut complètement mourir. Donc heureusement qu'il y ait des traitements pour mettre en place et ne pas culpabiliser aussi avec ça le fait d'avoir des traitements qui permettent de diminuer finalement les addictions aussi, quoi. Oui, parce qu'il y a une différence entre tu prends un traitement, tu sais que là tu as pris l'exemple des drogues dures, des addictions aux drogues dures, bah, tu prends un traitement parce que tu fais un travail justement pour un travail de fond pour justement apaiser, etc. et vraiment arriver à une guérison. Et juste tu prends un traitement, c'est pas un traitement, c'est juste, comment on appelle ça C'est un sevrage en fait. Ouais, voilà, parce que on va pas, c'est vrai qu'il y a cette perspective voilà, de sevrage. Des fois, c'est des traitements de, comment on appelle ça, De substitution, non? de substitution, voilà. Il y a la perspective juste de substitution et la perspective de je prends un traitement pour justement guérir de mon addiction, elle est complètement différente. Complètement, oui. Alors, C'est un moyen de parvenir, en fait. Comment? C'est un moyen de parvenir à se détacher de cette addiction, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui refusent les traitements parce que ça leur fait peur. Mais si on reprend les études scientifiques, l'adhérence thérapeutique de la thérapie plus le traitement médicamenteux, on a moins de chances de rechute. Donc, ça aide quand même. Oui, complètement. Après, c'est sûr, l'idée, c'est pas. Souvent, ce qui fait peur aux gens, c'est de se dire, ouais, je vais devoir prendre le médicament toute ma vie, quoi. Alors que c'est pas du tout la perspective qui est envisagée. C'est sur du long terme, effectivement, mais c'est pareil, ceux qui sont. Quand on traite les personnes qui ont une addiction, souvent, quand ils se sentent mieux, ils ont envie d'arrêter les traitements d'un coup. Et souvent, c'est ce qu'ils font. Enfin, souvent. Voilà, on peut, pour avoir fait des stages avec un addictologue, on peut retrouver beaucoup, en tout cas un pourcentage élevé, qui arrêtent les traitements parce qu'ils se sentent mieux et en fait la rechute revient parce qu'il faut vraiment diminuer petit à petit. C'est un peu comme les traitements antidépresseurs, il faut vraiment Oui, tout à fait. Ouais. ça, quoi. En fait, il faut accompagner le traitement, il a un impact sur la chimie du cerveau. Il faut accompagner justement la chimie du cerveau dans l'arrêt du traitement aussi. Joséphine, on est d'accord que les traitements justement médicamenteux, c'est pour les addictions assez lourdes, non? Eh ben, ça dépend parce que s'il y a une addiction à l'alcool et souvent il y a la dépression, ben, on va traiter la dépression et ça va permettre de pouvoir aussi avoir une meilleure adhérence thérapeutique. Il faut traiter l'ensemble en fait. Oui, pour moi, c'est lourd, ça. Hein? Pour moi, c'est une addiction qui est lourde, ça. Oui, mais tu peux avoir des addictions. C'est plus quand c'est physiologique. Bah, l'addiction à la question qui a une des prochaines questions, il y a des traitements qui existent, par exemple. Je ne vais pas dire la question maintenant, quand même. Mais... Tu penses à quel... Vas-y, Lila, la question. J'ai développé une addiction à la masturbation quand j'étais enfant. De quoi cela peut venir? Et là, c'est pareil. Tu peux mettre... Il y a sûrement une anxiété ou quelque chose comme ça. Si c'est trop dominant et que ça vient être compliqué dans la gestion de la prise en charge psychologique, tu peux le proposer. Mais pas spécialement. Moi, j'ai deux patientes qui ont cette addiction-là et il n'y a pas besoin de traitement anxieux à côté parce qu'il y a une bonne gestion, une bonne adhérence, tu vois, thérapeutique. Au cas par cas, quoi. Oui, c'est du cas par cas. Du coup, là, en fait, il me semble qu'il y a deux manières, tu vois, de comment il va y avoir un traitement médicamenteux. T'as qui va viser l'addiction elle-même, par exemple, dans des addictions lourdes comme les drogues dures, etc., où vraiment ça vient, tu sais, au niveau chimique, comment dirais-je, remplacer le truc. Et il y a, tu sais, les addictions avec les conséquences ou des liens avec la dépression, l'anxiété, etc., auquel cas le traitement médicamenteux, il va venir soulager l'anxiété, la dépression, etc., de sorte à ce qu'on puisse travailler sur l'addiction. En fait, il y en a une qui agit directement sur l'objet dont on est dépendant, les drogues, au niveau neuronal, et l'autre qui va agir sur les conséquences qu'a amené l'addiction. Ouais, complètement.
Après, à l'inverse, hein, parce que ça peut être la dépression qui a amené à une addiction. Ah oui, C'est vrai. Tu vois, Ouais, si on le prend à l'envers. l'humain est complexe. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, tu peux avoir il y a des choses, des traitements possibles, quoi. Mais pas systématiquement. D'où l'intérêt, d'où vraiment l'intérêt de rentrer dans un travail, tu vois, d'analyse, tu vois, de l'historique de la personne, l'anamnèse, tu vois, l'histoire de vie, etc. de la personne pour comprendre le symptôme, en fait. Les symptômes, le symptôme. Ouais. L'évaluation et tout ça, quoi. Tu commences à répondre à la question qui arrive, Émilie. La question suivante. Comment remplacer une addiction? Oui. Bah, moi, j'aurais dit parce que ce que tu viens de finir, déjà pour la remplacer, il faut savoir c'est quoi sa fonction. Pour remplacer quelque chose, il faut connaître la raison pour laquelle elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce que ça me procure. En étant addict à telle chose, j'essaye d'échapper à quoi. Ça m'évite de penser à quoi. Ça m'évite d'être face à quoi. Ou est-ce que... pas forcément en penser, mais on va dire c'est la conséquence de quoi aussi. Des fois, par exemple, des adultes qui ont une enfance, qui, comme ça, on va dire, vont pas dire j'ai été traumatisée, mais ils ont été traumatisés, quoi. Et en fait, ça amène à ce que, à un moment, ils arrivent à être addicts d'un objet. Et moi, j'aurais dit connaître déjà le pourquoi du comment de cette addiction, qu'est-ce qu'elle vient, sa fonction. Et ensuite, quand on connaît sa fonction, on peut commencer petit à petit, entre guillemets, à s'en débarrasser et à la remplacer par des choses, des occupations plus saines. Ouais. Et puis le psy peut faire aussi un travail de psychoéducation. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas ce que c'est une addiction. Pourquoi on peut faire addiction. J'avais une patiente comme ça, quand on faisait les consultations, elle appelait pas ça ses consultations, elle disait que c'était des cours de psychologie. Et en fait, et on faisait énormément de psychoéducation. Donc, pour donner, voilà, en fait, ça consiste vraiment en ça. Notre partie de notre travail où on va faire, entre guillemets, de la psychoéducation, c'est vraiment qu'on va expliquer les process. C'est vraiment, on va parler de psychologie pour pouvoir justement donner matière à la personne à se représenter les choses, à élaborer sur certaines thématiques, etc. En plus, c'est super intéressant. Et souvent, les retours quand on fait de la psychoéducation, ah, mais je ne savais pas, mais c'est vrai, ah bon, mais pourtant, on dit ça. Enfin, en fait, il y a beaucoup de représentations et ça permet aussi de déculpabiliser, je trouve, la psychoéducation aussi. Ouais. C'est vrai que ça, on le fait. La psychoéducation, on en fait beaucoup en consultation. Je pense que les formations numériques aussi qu'on propose sur le site, il y a une grosse partie sur le site mapsyenlignemoi.fr, il y a une grosse partie psychoéducation. Et dans le bootcamp, donc le Psychocampus qui commence au mois de janvier, on fait aussi qui dure 6 mois. Là, on fait énormément aussi de psychoéducation pour justement accompagner les personnes à identifier leurs blocages, leurs croyances limitantes, à les dépasser, à mettre en place des choses qui concrètement vont les épanouir. Quelle est l'addiction la plus bizarre? Bon, alors franchement, moi je pense qu'il n'y a pas d'addiction bizarre en fait. Mais après, c'est juste ma façon de voir les choses. Mais il n'y a pas d'addiction bizarre. Ouais, voilà, tout ce qui est bizarre pour une personne ne sera pas bizarre pour une autre. Quoi. Donc si on dit qu'il y en a une bizarre, c'est porter un jugement aussi peut-être. Je sais pas, c'est particulier de... Oui, c'est l'addiction est là pour quelque chose. Donc peut-être du point de vue de quelqu'un à l'extérieur, ça va sembler bizarre, mais pour la personne, ça a un sens. Même si ça a un sens peut-être inconscient, mais ça a un sens. C'est là, elle l'a construit, c'est là. Il y a une histoire à ça, donc... T'as raison. Il n'y en a pas aussi, je dirais. C'est un des, comment dirais-je, un des piliers de notre pratique, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement, quoi, tu vois. Bizarre, même si bon, ça peut être rigolo, tu vois, de dire bizarre comme ça, mais voilà, ça reste quand même un jugement et nous, on est là pour comprendre et pour accompagner et pas du tout pour poser un jugement. Quoi. C'est ça. Est-ce que faire des coupures des réseaux sociaux pendant un temps, ah oui, j'ai vu ça souvent, digital détox, est-ce que faire des coupures des réseaux sociaux pendant un temps évite de tomber dans l'addiction? Moi, j'ai une idée sur ça, je vous laisse dire en premier ce que vous en pensez. Alors moi, je pense que je ne suis pas pour parce que faire une coupure sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que la personne entend par là? C'est-à-dire si on coupe, allez, je me force pendant 3 jours, pas de téléphone,
Sauf que il va y avoir pour moi un effet boomerang, en fait. Pendant 3 jours, la personne va être sur les nerfs. Et en fait, après, elle va prendre son téléphone. Au lieu de faire 3 dans la journée, elle fera 6 heures parce qu'il faudra nourrir ce manque, en fait. Donc, je ne suis pas du tout pour. Mais pourquoi pas se dire, par exemple, dans la journée, je me dis, tiens, de 11h à midi, je pose mon téléphone, je me concentre sur un truc qui me fait plaisir, que j'aime faire. Ou voilà, quoi, plutôt sur ça. Mais après, bon. J'ai pas testé. Je peux diminuer, en fait. Peut-être diminuer et pas se... C'est comme si, on va prendre une action plus sévère, c'est comme si l'alcool, on va dire. On se dit, allez, je bois pas pendant 2 jours et après je reprends. On va prendre une quantité encore plus grande parce que l'addiction, elle est là, voilà, c'est... Enfin, en fait, le fond du problème n'est pas réglé, quoi. Oui, voilà, la question, il n'y a pas encore d'addiction, c'est pour éviter de tomber, mais on va dire, ça va, si le besoin il est là, il ne va pas disparaître par magie. C'est pas en coupant qu'on pense qu'il répond aux besoins. Si vous coupez les réseaux sociaux, vous trouverez peut-être autre chose. Après, peut-être ce sera plus ça, hein, mais vous allez trouver autre chose qui va venir répondre à ce besoin, ou peut-être même pas trouver autre chose, et ça va être encore pire et avoir encore... Enfin, ça va augmenter. Moi, j'aurais dit plutôt diminuer petit à petit, vraiment faire un sevrage, comme on ferait dans notre addiction. La restriction amène la frustration. Ah, c'est clair. Et en plus, je me dis, tu vois, là, évite de tomber dans l'addiction. Je me dis, est-ce que, en fait, finalement, comme on se disait tout à l'heure, quand on développe une addiction, c'est qu'il y a des choses à traiter en arrière-fond. Et que du coup, c'est pas tant de ne pas s'exposer à une chose qui va nous prémunir de l'addiction, c'est plutôt le fait de travailler sur ce qui pourrait nous mener à développer une addiction. C'est subjectif parce que est-ce que la personne va considérer que c'est une addiction, le fait de passer 3 heures sur le téléphone par jour, alors que pour d'autres, ça l'est pas. Enfin, c'est propre à soi, là, un peu aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être du coup le critère dont tu nous parlais tout à l'heure, à savoir dilemme, est-ce que ça me fait mal, est-ce que je souffre d'une manière ou d'une autre quand j'y vais pas, là pour définir effectivement est-ce que je suis susceptible de développer une addiction. D'ailleurs, on m'a parlé d'un truc propre aux réseaux sociaux. C'est ce qui poussait à l'addiction, c'était le truc, la peur de manquer une information. Le nom m'échappe. Je vois de quoi tu parles. C'est pas le shiny object syndrome, c'est un autre truc, mais c'est pour être à jour de voilà. De pas être à jour, de manquer quelque chose et de plus un peu de plus faire partie du groupe ou de plus faire partie de la société entre guillemets. Si tu manques des infos, t'es plus à jour, t'es plus dans la tendance. Enfin, c'est vraiment tout un truc qui s'est construit autour des réseaux et c'est horrible. Mais révélateur de plein d'insécurités, en fait, qui méritent vraiment d'être traitées, quoi. La peur du rejet, tu vois, là, c'est ce qui me vient comme ça. Ces choses-là, surtout les réseaux, ça me fait penser aux adolescents. C'est les conséquences des réseaux quand c'est mal géré par les ados, c'est horrible. Les complexes que ça crée, les addictions, bon, après, c'est autre chose, mais même ça mène à de l'harcèlement. Enfin, vraiment, les réseaux et les ados, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai développé une addiction à la masturbation quand j'étais enfant. De quoi est-ce que cela peut venir? C'est mon dada, ça. On t'écoute. Alors, non, par expérience. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes, mais par expérience. Souvent, ce sont des enfants qui ont vécu de l'inceste ou tout ce qui est climat incestueux, viol, agression sexuelle. Tu peux définir inceste et climat incestueux? Alors, l'inceste, alors je n'ai pas de définition exacte, mais en tout cas, ce que j'appelle l'inceste, c'est vraiment tout ce qui va y avoir, où il y aura une action, donc tout ce qui va y avoir vraiment attouchement sexuel sur l'enfant. On peut y mettre aussi, aller plus loin et mettre le viol sur enfant. Et le climat incestueux, il n'y a pas eu d'acte d'agression sexuelle, donc attouchement au viol, mais plutôt des comportements pas adaptés tournés vers tout ce qui est lié à la sexualité.
sais pas si c'est assez clair, mais si vous voulez rajouter plus de Exemple, que toi, dans les suivis que tu as eus, par exemple. Exemple, climat incestueux, le père qui peut aller se coucher dans la chambre de sa fille qui est adolescente dans le même lit, sans forcément la toucher ni rien. Ça, c'est climat incestueux. Ou ça peut être... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des frères et sœurs. Récemment, moi, ce que j'ai entendu, c'est ce qui me vient à l'esprit là quand tu dis climat incestueux, c'est, tu sais, les parents qui se promènent beaucoup nus. Oui. Alors ça, c'est compliqué. Ça fait climat incestueux et après, il y a des cultures où ça se fait aussi. Et chez eux, ça ne sera pas incestueux. Mais c'est vrai que... On peut en discuter des conséquences que ça a après. Ouais, voilà. Franchement. Ouais, voilà, ça fait climat incestueux, quoi. En tout cas, dans la société, même en France, c'est quand même considéré comme un climat incestueux. Et c'est vrai que la masturbation, souvent, a une fonction... c'est vrai qu'on peut trouver ça particulier, mais en fait, les enfants, les ados, même les adultes qui gardent cette addiction à la masturbation, parce que souvent, on le retrouve chez les adultes, et c'est là depuis très jeune, en fait, ça a souvent une fonction de réassurance. On n'y met pas un plaisir sexuel pur, c'est vraiment pas de ce niveau-là, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Parce que souvent, les personnes, elles culpabilisent, en fait. Elles se pensent perverses, etc. Donc, c'est hyper important ce que tu dis. Alors que pas du tout, c'est vraiment la rassurance, c'est se sentir, c'est s'aimer soi-même parce qu'on n'a pas été aimé aussi. Et en fait, en se masturbant, on crée forcément comme un désir sexuel, donc ça peut aller jusqu'à un orgasme. Et en fait, au niveau du cerveau, l'orgasme vient shooter aussi un petit peu. Exactement, il y a une addiction chimique. Exactement, addiction chimique. Et en fait, ça a un peu, on peut aussi, souvent, on le compare comme fumer du cannabis ou autre. Ça shoot un peu, ça coupe un peu tout ce qui est le mal-être, etc. Et souvent, ce sont des personnes qui vont se masturber quand elles sont au bout du rouleau. Vraiment, typiquement, voilà, elles sont au fond. Et du coup, ça va les shooter sur un instant. Et comme ce shoot-là ne perdure pas trop dans le temps, du coup, ça devient répétitif au niveau de la masturbation. Et on a ça chez les femmes, et autant chez les femmes que chez les hommes. Hein. C'est une fonction à ce niveau-là, quoi. Et voilà. Ça, typiquement, c'est de la psychoéducation. Oui, et... Parce que quand tu comprends ça, quand tu expliques ça, tu vois, derrière, tu désactives, si je peux dire ça comme ça, tout ce qui est honte, culpabilité, tu vois. Et en fait, quand tu rentres quand tu comprends que le process, c'est pas, entre guillemets, juste de la perversion, non, en fait, il y a cette fonction émotionnelle, il y a le chimique qui a pris le dessus, etc. Là, tu te dis, en fait, c'est beaucoup plus complexe que juste parler de perversion. En fait. Et puis, c'est aussi se dire que, en fait, c'est leur manière de se réapproprier leur corps qu'à un moment donné, on a volé clairement, et c'est super dur pour eux. Donc, en fait, et moi, je bosse beaucoup sur la psychoéducation, comme tu disais, Émilie, sur aussi connaître son corps. Et en fait, se dire que finalement, on a le droit, souvent chez les femmes qui sont en couple, on travaille sur ça, c'est-à-dire vous avez le droit, en fait, de prendre plaisir quand vous avez un rapport sexuel avec votre conjoint, votre mari. Et que c'est pas parce qu'elles prennent plaisir là qu'en fait, au moment où elles ont été violées, où elles ont des attouchements sexuels, qu'elles avaient plaisir à ça. En fait, il y a toutes des représentations à casser. C'est une réappropriation du corps qu'il faut faire. Du corps et de l'image du corps, même des fois. C'est ça. Et mais même des fois, je pense, je parlais du bootcamp tout à l'heure, je pensais à une bootcampeuse dans 2-3 sessions qui avait été abusée quand elle était enfant, et du coup, elle se sentait presque coupable d'avoir des fois du plaisir avec son mari parce qu'elle liait ça directement. Parce que qui dit abus, parce que là, voilà, la personne, elle dit, j'ai développé une addiction à la masturbation quand j'étais enfant, de quoi est-ce que cela peut venir? On va pas se mentir, hein, dans plus de 90% des cas, c'est qu'il y a eu un abus, en fait. C'est pas anodin, si je peux dire ça comme ça, de développer une addiction à la masturbation quand on est enfant. Et en fait, par exemple, un enfant qui a été, une fille ou un garçon qui a été touché qui a été masturbé, par exemple, qui a été abusé de cette manière-là, en fait, ça, c'est un truc, souvent, les personnes, elles bloquent là-dessus en mode, ouais, mais j'ai eu un orgasme où il y a eu, en fait, mécaniquement,
il y a eu un orgasme, mais ça ne veut pas dire que tu as pris du plaisir, en fait. Et que du coup, après, quand elle est avec son mari par la suite, elle associe le fait de prendre du plaisir au truc pervers, de l'abus, etc. Il y a tout qui se mélange et ça crée énormément de... Comment ? C'est un peu comme cautionner, prendre du plaisir avec son mari, ça peut être vécu comme cautionner d'avoir vécu... genre, elle se sent responsable, ouais. Mais en plus, chez les femmes, il faut savoir que dans les viols, il y a beaucoup de... il y a les sécrétions vaginales qui sont tout à fait classiques qu'on peut avoir avec, quand on est en couple, lors d'un rapport sexuel, quand on fait un consenti. Et en fait, heureusement que le corps, en fait, à un moment donné, peut un peu sécréter parce qu'en fait, ça serait d'une douleur tellement insupportable. Et en fait, c'est le corps qui se met, je pense, à un moment donné, un peu en mode survie. Et souvent, j'ai eu ces questions-là aussi. Bon, on sort un peu du sujet, mais c'est important. Oui, mais je me suis rendu compte que j'avais des pertes, qu'il y avait ça, et si. Donc, ça voulait dire que, en fait, non, parce que le corps... l'orgasme chez la femme, le plaisir chez la femme ne fonctionne pas comme chez l'homme non plus. Donc, c'est de la psychoéducation. Alors, du coup, je vais aborder la dernière question. On va la traiter un petit peu. Comment savoir si on a une addiction physiologique ou psychologique ? Déjà, cette question... moi, je ne comprends pas la question. Hein ? Je ne comprends pas la question, en fait. Tu sais, on l'avait lu tout à l'heure quand on a triché. Moi, ça m'avait pensé à à l'addiction au sucre. Voilà. Oui. Et alors, on avait chacune une lecture différente de la question, donc c'était intéressant. Moi, ça m'avait fait penser à l'addiction au sucre, parce qu'effectivement, il y a le côté, des fois, quand on ne se sent pas bien au niveau émotionnel, etc., on va plus aller facilement pour se rassurer vers du sucre. Donc là, on va dire, OK, c'est une addiction psychologique, si je peux dire ça comme ça. Ça vient d'une carence au niveau émotionnel. Mais là où c'est délicat aussi avec le sucre, c'est que le sucre crée aussi une addiction physiologique. Donc voilà, d'où l'importance de faire ce travail d'analyse. Quand est-ce que tu vas vers le sucre? Pourquoi? Comment tu te sens? Etc. Et puis, toi, Joséphine, je te laisse développer ce à quoi ça t'avait fait penser. Oui, moi, j'avais pensé quand souvent, il y a des personnes qui ont eu des opérations lourdes, des accidents. En tout cas, ils ont des douleurs physiques assez importantes. Et du coup, ils vont être sous traitement, tout ce qui va être morphinique. Donc, on va retrouver l'oxycodone, par exemple, où c'est une addiction. Et à la base, les gens ne prennent pas ça parce que c'est pas d'ordre psychologique. En tout cas, c'est prescrit parce que c'est sous ordonnance et donc c'est un traitement pour la douleur. Et sauf que, en fait, leur douleur est tellement intense qu'ils vont augmenter les doses. Et en fait, ça crée une dépendance et du coup une addiction qui a qui est de base physiologique et qui va amener aussi à avoir un impact psychologique. Donc, sous les traitements, il y en a plusieurs d'autres. Il y a d'autres traitements aussi qui existent. Mais, Du coup, là, l'idée, c'est d'interroger le point de... Enfin, pas la cause, mais le point de départ, ou comment ça s'est... Oui, surtout quand on prend des traitements comme ça, c'est vraiment avoir un suivi avec des médecins. Et c'est pareil, ce sont des traitements qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a une dépendance, clairement. Et donc, ça crée des symptômes aussi physiques. Donc, voilà. Il n'y a jamais rien de bon qui sort de l'impulsivité. Parce que, comme tu dis, du jour au lendemain, quand tu arrêtes un traitement... on pourrait discuter souvent c'est de décision, etc. Mais bon, il faut vraiment toujours se faire accompagner par des professionnels. Oui. C'est pas là pour rien le traitement. Non. Donc l'arrêter comme ça peut être délicat. Voilà. On a traité toutes les questions que vous nous aviez soumises pour cette émission qu'on a consacrée à la thématique addiction et toxicité. C'était une émission qui avait fait aussi écho à l'article qui a été publié sur le blog « Comment les séries nous rendent addicts » où on a développé justement, notre consultante en psychologie, Catherine, a développé son point de vue sur la question. On vous remercie de votre écoute. On vous dit à bientôt sous une quinzaine de jours pour la nouvelle émission dont le thème vous sera communiqué sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Merci Joséphine, merci Dilem. Et on vous dit à bientôt. Et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye. Bon, c'est bien, il est 17h10. J'ai une patiente qui m'attend. Oui, moi aussi, j'ai une patiente. Ok.
Bon, barakallahu fikoum. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bonne journée. Salam alaikum. Merci à vous aussi, salam alaikum.